Bonjour, je suis Édouard Font, neurologue et chercheur à l'Institut neurologique de Montréal de l'Université McGill. Je suis fier d'être le président d'honneur des conférences Marcher sous la pluie de Parkinson Québec. Bonjour tout le monde. Vous êtes bien à l'atelier 102, le support aux proches aidants, un relevé de la situation et les avenues prometteuses. C'est la conférence que vous venez entendre, qui va être donnée par M. Charles Viau-Quesnel. M. Quesnel est titulaire d'un doctorat en psychologie, puis il est psychologue spécialisé dans le suivi des personnes âgées. Nouveau professeur au département de psychoéducation de l'UQDR, il s'intéresse particulièrement aux proches aidants dans la relation de support d'aînés atteints de conditions chroniques, notamment en termes des effets sur le fonctionnement cognitif, social des aidants. Fait que je vous laisse, on se revoit, on aura une période de 15 minutes de questions, et puis après ça, il y a la pause où on vous invite à nos autres activités. Bonne conférence. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, juste pour être certain qu'on est correct. D'accord. Donc, je vais me présenter très brièvement. Ce n'est pas mon genre de me présenter longtemps. Je suis Charles Viau-Quesnel. Je suis récemment prof à l'UQTR ici. Ma spécialité, c'est le suivi psychologique des personnes âgées. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des proches aidants. Vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de parler des proches aidants. On peut en parler en termes de cliniciens puis de nos contacts plus individuels. J'ai un style académique, donc pour certains d'entre vous, j'espère que vous me pardonnerez parfois d'être technique. Mon but, c'est de vous présenter ce qu'on a comme données de recherche sur les proches aidants, qu'est-ce qu'on a comme données factuelles. Puis au travers de ça, je vais essayer aussi de donner des indications un petit peu plus pratiques et appliquées. Puis si vous voulez qu'on aille un petit peu plus du côté clinique ensemble, bien, on a une belle période de questions pour ça. Je vise de présenter pendant environ 45 minutes, puis on va se garder une quinzaine de minutes à la fin pour les questions. S'il y en a d'entre vous qui préférez poser des questions plus individuelles, je vais rester disponible après la présentation, puis vous pouvez venir me voir, ça va me faire plaisir. Donc, notre présentation aujourd'hui a 3 objectifs principaux. D'abord, je vais faire le profil des proches aidants, spécialement les proches aidants pour la maladie de Parkinson. On a des données spécifiques maintenant qui existent. Sinon, les proches aidants d'individus vieillissants en général avec des conditions chroniques. Ensuite, je vais parler des impacts de la relation de proche aidant. Je vais avoir quelques mots concernant les impacts sur la santé. Ce n'est pas ma spécialité, mais on a des données de plus en plus claires sur le fait qu'être un proche aidant peut être nuisible pour la santé par différents mécanismes. Donc, on va en parler un peu. Ensuite, on va parler de mon domaine de spécialité, qui est la santé psychologique. Il y a des impacts à être un proche aidant. Souvent, c'est des impacts qui sont négatifs, mais je voulais finir avec une couleur un peu plus positive. Il y a aussi des effets positifs à la relation de proche aidant. Donc, on va aller voir où est-ce qu'on peut avoir des avantages pour l'aidant. Et ensuite, quelques avenues d'intervention. Évidemment, ce n'est pas une formation clinique. Je comprends qu'on est tous d'un horizon variable dans le groupe. Donc, mon objectif, c'est de donner des pointes, des objectifs de recherche, entre autres, mais aussi des idées générales sur lesquelles on est capable d'orienter des bonnes conduites en fonction des données de recherche qu'on a. Et on terminera avec une période de questions. Donc, commençons avec un profil des proches aidants. Ce profil-là, vous allez voir, est assez technique et basé sur des données de recherche qui remontent à, somme toute, une vingtaine d'années. L'intérêt spécifique pour les personnes atteintes de maladie de Parkinson dans la recherche remonte à seulement 20 ans. Puis je dis seulement parce que c'est relativement jeune comparativement à d'autres données, notamment sur des maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Donc, l'intérêt spécifique est présent depuis 20 ans. Ça a commencé avec 2 travaux dans la fin des années 90. Et depuis ce temps-là, on a une explosion des données spécifiques pour la maladie de Parkinson. Dès le départ, on savait qu'il y avait un impact négatif à être proche aidant d'une personne atteinte d'une condition chronique, notamment dans le cas de la démence d'Alzheimer. Puis si on voulait résumer le tableau des connaissances au départ, on savait que les aidants ont plus souvent des symptômes dépressifs, ils ont plus souvent des symptômes anxieux, souvent en combinaison, ce qu'on va appeler un portrait anxio-dépressif, et vont rapporter une diminution de leur qualité de vie qui pouvait passer par plusieurs modèles, incluant notamment l'effet de la charge sur l'aidant. Donc, l'aidant travaille très fort, peut être plus fatigué, peut avoir une qualité de vie qui va diminuer en lien avec la charge associée à sa tâche. Donc, avant de parler des données précises, il faut se demander c'est qui notre population à l'étude. Puis vous allez voir que pour un chercheur, c'est une question qui est importante parce que ça nous permet de déterminer qui je veux aller questionner, qui je veux rencontrer. Or, la définition d'un proche aidant en est une qui est plutôt large. Si on se fie par exemple à notre définition du gouvernement québécois, c'est toute personne qui apporte un soutien non professionnel, continu ou occasionnel à un proche ayant une incapacité.
Donc, vous pouvez voir qu'on est en train de décrire pratiquement tout le monde à un moment dans notre vie. On va apporter du support à un de nos proches. Donc, théoriquement, on a devant nous un bassin de population qui peut être très large, puis qui peut inclure des gens qui vont aider une fois par semaine, quand ils ont le temps, et des gens qui vont passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec un proche et qui vont en prendre soin. Donc, des groupes qui, en partant, vont être passablement différents. Quelques détails par rapport à cette définition-là. Donc, non professionnel ne veut pas dire non qualifié. Ce qu'on découvre en fait de plus en plus, c'est que nos proches aidants vont apprendre toutes sortes d'informations et vont avoir de plus en plus des tâches qui sont exigeantes, qui sont techniques. Hein, dans certains cas, ça va être administrer de la médication. Bien, on devient par la bande des experts ou du moins des intervenants à utiliser ces méthodes-là. Très souvent, on va confier à nos aidants des tâches qui sont parfois un peu plus difficiles, qui vont demander un peu d'entraînement, un peu de pratique. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons dans ce qu'ils font. Non professionnel veut seulement dire qu'ils ne sont pas payés pour faire ce qu'ils ont à faire. Sauf si vous considérez un crédit d'impôt comme un salaire. Là. À part de ça, non professionnel signifie seulement non payé. Et non professionnel ne veut pas non plus dire non intensif. Hein. Le terme continu ici peut littéralement vouloir dire 24 heures sur 24. Et en fait, on a plusieurs travaux maintenant qui montrent que les proches aidants peuvent passer, et dans certaines études, ça va jusqu'à des 30, 50 et 60 heures par semaine consacrées à la relation d'aide. C'est souvent les aidants les plus âgés qui vont consommer le plus de leur temps. Ça va avec leur disponibilité. C'est des gens qui vont avoir atteint l'âge de la retraite. C'est des gens qui vont se dévouer souvent à un conjoint, parfois à un membre de la famille proche, et qui vont passer de très longues heures dans leurs tâches. Et évidemment, bien, s'ils vivent ensemble, bien, vous devinez que si on commence à avoir des problèmes, par exemple, de comportement la nuit, bien, on est de garde tout le temps. Donc, on travaille constamment sur cette tâche-là. Donc, ça crée un groupe qui n'est pas évident à étudier. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui s'identifie d'abord comme un proche aidant. Et en plus, il y a des proches aidants qui vont passer plusieurs heures à la tâche et d'autres qui vont le faire quand ils sont disponibles. Puis ici, ce n'est pas de porter un jugement sur qu'est-ce qui est un bon proche aidant, mais plutôt de voir que les impacts vont être différents en fonction de l'investissement qu'on va y mettre. Quand on pense à la recherche, bien, très souvent, nos proches aidants vont être des conjoints. Puis ici, conjoint, on devrait dire conjointe. Si on voulait viser le groupe le plus important, c'est souvent des femmes âgées ou des femmes moins âgées, souvent les filles, donc les descendantes directes. Dans la recherche, on va aussi parler de la notion de principal proche aidant. C'est qu'il faut comprendre que dans la vie, quand on a une condition dégénérative, on espère avoir de l'aide de plus qu'une personne, et c'est souvent le cas. Donc, dans les études, très souvent, la personne qui est l'objet de la recherche, c'est la personne qui donne le plus de son temps. Mais ça ne veut pas dire que les autres personnes ne sont pas investies et n'ont pas une tâche de travail. Donc, ça vient teinter un peu les données que je vais vous présenter qui vont porter sur les personnes qui sont les plus investies. Bref, ça peut venir un peu mitiger les données négatives, c'est qu'on voit les gens qui sont les plus taxés. Donc, ça se peut que les résultats qui sont un peu noirs au départ le sont peut-être un peu moins en réalité pour la majorité des gens. Et certains aidants ne s'identifient pas comme tels. Ça, c'est un problème qu'on rencontre notamment pour l'accès aux services. Il y a des gens qui ne veulent pas s'identifier comme des aidants et aller chercher de l'aide pour différentes raisons. Parfois, c'est de la culpabilité par rapport au conjoint, par exemple, à l'idée d'admettre qu'on a besoin d'aide, on a des difficultés, de donner l'impression à l'autre qu'il est une charge. Parfois, c'est aussi une question de responsabilité personnelle. On se dit, c'est à moi de m'occuper de mon proche, je ne veux pas laisser ce rôle-là. Et ça va nous priver de, s'identifier. Et s'identifier, bien, ça vient avec des services, ça vient avec de l'aide. Et parfois, ces gens-là ne vont pas aller la chercher. Donc, pour le chercheur, c'est aussi un problème. Comment je fais pour moi trouver ces aidants-là, puis avoir accès à leur vécu, à comment ça se passe? Bien, si eux-mêmes ne s'identifient pas comme des aidants, ça ne sera pas facile. Donc, qui sont les proches aidants? Je vous présente 3 courtes vignettes pour voir, dans les 3 cas, c'est des proches aidants, mais vous allez voir qu'ils ont des profils passablement différents. Donc, on a Claudette qui prend soin de son mari à la maison depuis maintenant 6 ans. Elle savait dès le début que ce serait un rôle à long terme. Depuis quelques mois, elle se sent plus fatiguée. Les symptômes moteurs de son conjoint augmentent et les tâches s'accumulent. Au début, c'était quelques heures de travail par semaine. Maintenant, c'est pratiquement un emploi à temps plein. Et elle nous dit, le plus dur, c'est pas le ménage, c'est quand il est de mauvaise humeur. Cette vignette-là est conçue de façon volontaire pour vous montrer en même temps des éléments qu'on voit dans la théorie, donc des données de recherche. D'abord, vous voyez la progression des tâches. Hein. Au fil du temps, les besoins vont varier et les besoins de l'aidant vont aussi évoluer. Puis une tâche qui, au départ, pouvait être acceptable pour quelqu'un peut très lentement migrer vers une situation où est-ce qu'on n'est plus capable de tenir le coup. Donc, il faut réévaluer les besoins de nos aidants dans le temps. Il faut être
conscients que ce n'est pas parce qu'une année ils vont bien que l'année suivante, ça va être encore facile pour eux. Et on voit aussi l'aspect, la différence entre les tâches qui sont davantage du support domestique par exemple, aider à la motricité, aider à la mobilité, aider aux activités de la vie quotidienne, et l'aspect humeur. Puis on va voir que dans nos données de recherche, il y a des bonnes différences entre les deux. En gros, avoir une personne qu'on aide, ça peut être une tâche en termes de temps, mais ça peut être aussi une charge émotionnelle. Et ce qu'on va voir, c'est que la détresse ou la déprime de l'aider va avoir un gros impact sur l'aidant qui peut être séparé de seulement le temps qui est consommé. Donc, il ne faut pas seulement se demander est-ce que l'aidant travaille fort en termes d'heures, mais est-ce que l'aidant aussi s'occupe de quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, va être une variable importante à avoir en tête. Donc, c'est notre aidant peut-être plus typique, plus stéréotypé, puis c'est probablement l'aidant qu'on étudie le plus aussi en recherche. C'est une conjointe, elle consomme beaucoup de temps, c'est probablement l'aidante principale, donc c'est elle qui va être la mieux étudiée en termes de nos données de recherche. Marc, lui, visite son père pratiquement tous les jours pour le dîner. Il en profite pour prendre des nouvelles, aide avec quelques tâches ménagères tout en mangeant rapidement une bouchée. Il passe 1 heure en vitesse puis retourne au travail. Le soir, il s'occupe de ses enfants et culpabilise en pensant à ses parents. Est-ce que je devrais en faire plus? Théoriquement, c'est un aidant. Il vient donner une aide sporadique. Il n'est pas payé pour le faire. Il n'est pas professionnel pour ça. On peut voir que son investissement est tout de même important pour lui, mais ça va aussi avec ses objectifs de vie et ses autres responsabilités. On peut voir quelques enjeux d'intérêt ici. D'abord, il y a plusieurs rôles possibles et on voit un biais qui est présent aussi dans nos données de recherche, c'est que les hommes tendent à aller vers de la résolution de problèmes, des tâches. On va aider à faire à manger, on va s'occuper de certaines fonctions, alors que les femmes vont plus souvent s'occuper de la dimension émotionnelle. Donc, les hommes vont dire « je vais prendre des nouvelles », et c'est souvent en même temps qu'on fait autre chose, alors que les femmes sont plus souvent proches pour ce qui est du support de la personne qui est aidée. Et on voit aussi une question ici qui est importante, c'est est-ce que vous pensez que Marc va s'identifier comme un proche aidant? Très souvent, non. Marc, il se dit « c'est mon devoir d'enfant d'y aller », on voit qu'il ressent une certaine culpabilité de ne pas en faire plus, mais il est très peu probable qu'il y ait un suivi qui soit offert à Marc. Les ressources ne seront pas dirigées vers lui. Et s'il est impliqué dans la relation de support plus structurée, ça va être au niveau des décisions davantage, beaucoup plus que d'aller voir comment lui il se sent par rapport à sa démarche comme proche aidant. On peut deviner qu'il va être moins affecté du fait qu'il est moins fréquemment là, mais toute la dimension émotionnelle peut être tout aussi vraie. Puis la culpabilité est une émotion qui est intéressante à aller voir ici, de voir est-ce que je trouve que j'en fais assez, est-ce que j'ai l'impression que mon proche est bien. Donc il y a des enjeux qui peuvent être dynamiques encore là en fonction de l'évolution des difficultés de l'aider. Et ensuite, on a Marie. Marie s'occupe de sa voisine, Paulette. Elles ont le même âge, mais Paulette ne peut plus conduire depuis quelques années. Marie lui offre donc de la reconduire 2 fois par semaine pour faire des courses. Elles dînent souvent ensemble, une activité qu'elles apprécient beaucoup. La grande inquiétude de Marie, c'est que Paulette doive déménager dans une résidence avec soins. On peut deviner que la distance ici est la menace qui est perçue. Ici, on a une aidante qui existe, qui est sous-étudiée. Ce n'est pas un membre de la famille, c'est une amie, c'est une proche, c'est peut-être une confidente dans ce contexte-ci. Et vous pouvez voir que je ne suis pas en train de décrire des tâches du genre faire le ménage, je suis en train de décrire des relations positives, du support émotionnel. Et clairement, ce n'est pas quelqu'un qu'on aurait tendance d'emblée à définir comme étant un aidant, mais si on pense en termes de support, elle offre certainement un soin, un service qui fait d'elle une proche aidante. On peut deviner que si cette relation tombe, ça va faire mal à la fois à Marie et à Paulette définitivement. On peut voir aussi un enjeu important dans la maladie de Parkinson qui est le transport. Comment je fais pour me rendre d'un endroit à l'autre? On peut voir que le transport mène à des activités significatives, positives. C'est donc une charge de l'aidant qu'il faut tenir en compte, puis qui peut être un peu moins évident dans d'autres types de conditions. Comme vous le savez, avec la maladie de Parkinson, nos premiers symptômes sont souvent moteurs, donc on va plus rapidement perdre la possibilité de conduire, donc des impacts plus tôt dans la relation, où est-ce qu'il va falloir s'occuper notamment des transports. Donc, des situations qui sont moins évidentes et des gens qui sont beaucoup moins étudiés, évidemment, des gens qui n'ont pas accès même à tout ce qui était décisionnel, comme on l'a vu tantôt. C'est des gens qui n'ont pas de contrôle sur la situation. Cette absence de contrôle-là peut mener à des peurs, des appréhensions, où est-ce qu'on va avoir l'impression d'être à la merci, notamment, du placement de l'individu. Donc, 3 vignettes différentes, 3 aidants complètement différents, 3 personnes avec lesquelles les interventions vont évidemment changer beaucoup. Actuellement, si on se pose la question en termes d'intervention, il est fort probable que Paulette ne soit même pas sur le radar des intervenants autour. C'est vu comme étant une ressource, probablement, comme étant un point positif, si ça a été évalué,
mais évidemment, on n'a pas de soucis ou de soins qui lui sont apportés. Donc, qui sont les proches aidants? Spécifiquement pour la maladie de Parkinson, on a une très bonne étude avec un N plutôt élevé qui démontre ce qui est vrai pour la plupart des conditions chroniques en vieillissant. Donc, majoritairement des membres de la famille proche. Et quand je dis proche, c'est très souvent conjoint, conjointe, frères, sœurs ou les enfants. Donc, le noyau le plus dur de la famille. C'est très souvent des femmes. C'est plus que la moitié, en fait, qui sont des femmes. Puis, il faut y voir vraisemblablement des facteurs culturels. Les femmes ont souvent des rôles dans lesquels c'est elles qui prennent soin. Et il faut aussi y voir des impacts qui sont liés au vieillissement. Les hommes sont malades un peu plus tôt, ont une espérance de vie un peu plus courte, et les hommes tendent à rester au travail un peu plus longtemps aussi, ce qui va venir biaiser un peu la donne. Tout de même, dans nos échantillons, c'est très souvent des femmes qui vont avoir le rôle d'aidant principal. Et ce sont surtout des personnes plus âgées, notamment à cause de l'impact conjoint-conjointe. Donc, c'est très souvent, quand le conjoint est capable de le faire, c'est souvent lui qui va jouer le rôle principal d'aidant. Si on regarde des données canadiennes, québécoises, ici, ce n'est pas des données spécifiques au Parkinson, mais on peut penser qu'ils vont être représentatives de ces aidants-là. On peut voir que la vaste majorité, c'est la famille proche, donc en bleu, on voit que c'est plus de la moitié. On a une petite partie que c'est des voisins, amis ou collègues en rouge. J'ai fait exprès pour la ressortir. C'est l'exemple de notre troisième vignette qu'on voyait. C'est cette personne qui n'est pas un membre de la famille, qui est un peu plus difficile à identifier pour les intervenants et qui peut avoir un impact très important pour le maintien de la qualité de vie. Et on va voir la famille éloignée en vert, qui va être notre troisième groupe. Tous ensemble vont former pratiquement 100% de notre échantillon ici. Donc, au Canada, la majorité des personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont au moins un aidant. Puis, comme je vous le disais tantôt, on étudie souvent l'aidant principal, mais dans les faits, il y en a plus qu'un. 93% des individus qui étaient sondés dans l'étude rapportaient avoir au moins un, mais 42%, donc un peu moins de la moitié, rapportaient en avoir 3 ou plus. Donc, dans une étude scientifique, si je m'intéresse seulement à l'aidant principal, je suis probablement en train d'ignorer quelques personnes autour qui jouent aussi ce rôle important-là. Puis pour l'intervenant, ça veut aussi dire, une fois que vous avez identifié l'aidant principal, il ne faut pas s'arrêter là. Il est fort probable qu'il y a quelqu'un d'autre qui joue ce rôle-là. Et ça se peut que cette personne-là joue un rôle essentiel, tant en termes de son impact, mais peut-être aussi en termes de l'impact pour l'aidant. Ça se peut que lui aussi commence à se fatiguer. Donc, on a vu une idée générale de qui sont nos aidants. Le but de la présentation, c'est d'aller plus rapidement vers les impacts de cette relation-là. Ces impacts-là vont être sur la santé physique, vont aussi porter sur des éléments de santé psychologique, des éléments sociaux et économiques. Je vais en parler brièvement. Je ne suis pas économiste de formation, mais on peut quand même voir des impacts sur des dimensions qui ne sont pas psychologiques, mais qui vont certainement être en interaction avec la réalité psychologique. Et on va parler d'effets positifs. Les effets positifs pour l'aider devraient être de façon inhérente assez évidente pour vous. On est dans une relation d'aide pour supporter la personne. On espère que ça a un effet positif. Mais on a aussi des effets positifs pour l'aidant dans quelques travaux, notamment des très bons travaux québécois sur la question. Donc, est-ce que la relation de proche aidant augmente les risques pour la santé? C'est une question importante quand on a une vision plus système. Est-ce qu'il y a un risque associé à ça? La réponse est typiquement oui. Donc, environ la moitié des aidants vont rapporter avoir une condition de santé chronique. Ça ne veut pas dire qu'elle est causée par la relation d'aidant. Ça fait juste identifier qu'il y a certainement une vulnérabilité de nos individus qui sont proches aidants. Et c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on a vu tantôt. C'est des personnes qui sont plus âgées, donc c'est normal qu'elles soient plus vulnérables pour des conditions de santé. Oui, pardon? Une condition chronique, c'est une condition qui perdure dans le temps. Donc, un rhume serait une condition qui n'est pas chronique, ça dure quelques semaines si on est malchanceux, alors que, par exemple, l'arthrite va être une condition qui va être chronique. Une démence, c'est une condition qui est chronique, qui va perdurer dans le temps. Ça vous va? Donc, environ 40% des gens vont rapporter que leur santé a directement été affectée par la relation d'aide. Évidemment, c'est du rapport subjectif, ce n'est pas une évaluation médicale qui est faite, mais on voit quand même que les gens eux-mêmes rapportent que ça a un impact sur leur fonctionnement et certainement, ils détectent que cette charge-là les affecte. Et si on regarde au niveau des marqueurs plus biologiques, ce qu'on va voir, c'est que si on compare un échantillon d'aidants et un échantillon d'individus qui sont appariés pour l'âge et le niveau socio-économique, nos aidants ont plus de marqueurs de stress biologique, notamment du cortisol salivaire, pour ceux qui aiment les données plus techniques, et une diminution de leur réponse immunitaire. Donc, au niveau biologique, même avec des marqueurs qui sont objectivables, on va voir que ces individus-là sont plus à risque de développer des maladies, ils sont plus affaiblis en termes de leur réponse immunitaire.
Donc, certainement, il y a un impact d'être un proche aidant. Probablement que ce n'est pas juste parce que je me décris comme un proche aidant que je deviens soudainement à risque. Il y a probablement un médiateur là-dedans qui est la charge, le temps que je vais consommer et la fatigue qui va aller avec ce rôle-là. Finalement, tout ça va mener à un impact notable en termes plus démographiques et épidémiologiques. On a un risque de décès qui est 63% plus élevé que le groupe contrôle pour les aidants, quand ces aidants-là rapportent être sous tension ou sous une charge importante. Il faut faire bien attention, ça a l'air d'un nombre terrible ici. Il faut comprendre qu'on prend ici l'échantillon des aidants qui avaient la plus forte charge. Donc, les aidants qui travaillaient 24 heures sur 24, les aidants qui rapportaient passer le plus d'heures par semaine et aussi être le plus épuisés par leurs tâches, avaient un risque de décès qui était plus élevé. Donc, certainement, ce n'est pas une condition qui est à prendre à la légère. Et l'association être aidant et surchargé, clairement, a un impact négatif sur la santé des individus. Donc, il faut se mobiliser pour aider ces gens-là. Si nous-mêmes, on est aidant, il faut faire attention à nous-mêmes, il faut penser à soi-même, ce qui est généralement la première intervention qu'on fait avec un aidant, hein, lui faire prendre compte qu'il a des limites. Et si on est un intervenant, il faut avoir en tête que ce n'est pas juste la santé psychologique qui va être affectée, mais aussi la santé physique de notre aidant. Ensuite, si on parle de symptômes psychologiques, les principales données portent sur les symptômes dépressifs et anxieux. Donc, en termes de dépression, pour l'ensemble des aidants naturels de personnes atteintes de démence, l'incidence de dépression est élevée. C'est ce que je vous mentionnais en début de présentation. Dans les mesures auto-rapportées, environ la moitié des aidants présentent une augmentation des symptômes de dépression. Si vous voulez que je retourne cette phrase-là de façon plus positive, la moitié des aidants n'ont pas de symptômes dépressifs. On peut être content pour ces gens-là, mais ça nous dit quand même qu'il y a des besoins et qu'il faut probablement porter attention à détecter ces symptômes dépressifs-là, toujours avec des mesures auto-rapportées ici. En termes d'anxiété, l'anxiété est typiquement plus importante, puis dépendamment des études, on peut aller jusqu'à 3 fois plus élevé sur nos échelles de dépistage que l'échantillon normatif, bref, que des gens qui ne sont pas des proches aidants. Donc, 3 fois plus élevé, ça peut être majeur si on regarde les niveaux de base qui étaient rapportés. Donc, certainement des symptômes anxieux qui vont être présents. Les motifs d'anxiété sont variables, mais incluent notamment qu'est-ce que je vais faire si la situation se dégrade, des inquiétudes financières, entre autres, surtout dans les études américaines. Au Québec, on a la chance d'avoir un système de santé qui est beaucoup moins dispendieux qu'aux États-Unis. On ne dira pas qu'il est parfait, mais on va certainement dire qu'il coûte moins cher à l'individu. Donc, ces inquiétudes-là sont plus souvent rapportées dans nos échantillons américains. Sinon, de l'anxiété par rapport à l'évolution de la condition, l'avenir est un des sujets d'inquiétude importants. Quels vont être nos principaux prédicteurs de la détresse, spécialement pour la maladie de Parkinson? D'abord, la dépression chez l'aidé, qui est une des premières qui a été identifiée dans la littérature. On sait que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson peuvent avoir des symptômes dépressifs. Il y a même des modèles conceptuels de la maladie de Parkinson qui prédisent des symptômes dépressifs au début de la maladie. Cette dépression-là a un impact important chez l'aidant et cet impact-là est indépendant de la charge de travail. Donc, même si je ne mets pas un 80 heures semaine à aider mon proche, si mon proche est déprimé, moi-même, je suis plus à risque de l'être. Je suis conscient que quand je vous donne des données de recherche comme celle-là, il est possible que vous vous disiez « pas besoin de faire l'étude, je le savais déjà ». Si je suis avec un proche qui est déprimé, je risque de l'être moi-même. Vous avez raison, mais ça nous permet de valider et surtout de quantifier cette relation-là comme étant un facteur de risque qui est observable chez la majorité des gens. Or, comme je vous le disais, la prévalence de la dépression est 2 fois plus élevée dans la maladie de Parkinson, et notamment même dès le début de la maladie de Parkinson. Et en plus, le traitement de la dépression peut être difficile, notamment parce que les antidépresseurs ne fonctionnent pas aussi bien. La plupart des antidépresseurs ont un impact sur la dopamine. La dopamine est le neurotransmetteur qui est le premier affecté dans la maladie de Parkinson et le principal neurotransmetteur, ce qui fait en sorte que la pharmacothérapie peut être difficile. Bref, c'est souvent difficile de contrôler la dépression chez le Parkinsonien et donc c'est très difficile pour l'aidant dans ce contexte-là parce que les symptômes vont souvent être présents de façon chronique, donc un impact à long terme pour l'aidant. Ensuite, les problèmes cognitifs vont être un autre prédicteur de difficulté. Plus les problèmes cognitifs vont s'installer chez le Parkinsonien, plus son aidant va rapporter des difficultés, notamment des symptômes dépressifs et anxieux. Les problèmes cognitifs peuvent être présents très tôt dans la maladie puis peuvent s'installer de façon progressive et parfois insidieuse. Donc, si on fait l'évaluation de l'aidé et qu'on détecte des symptômes cognitifs qui émergent, il va être important d'aller voir si l'aidant les a aussi remarqués et si l'aidant a eu de la difficulté reliée à ces symptômes-là.
Et un dernier que j'aime beaucoup, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'en est un qui est beaucoup moins souvent nommé puis que je trouve très pertinent, notamment dans la pratique auprès des personnes âgées au sens large, c'est les problèmes de sommeil. On sait que dans la plupart des syndromes démentiels, il va y avoir apparition de problèmes de sommeil éventuellement, problèmes de conduite, des errances nocturnes par exemple, parfois des difficultés qui sont liées à des éveils avec une difficulté à ramener la personne au lit. Ces problèmes de sommeil-là sont un facteur qui est fortement associé à la détresse de l'aidant, spécialement les aidants qui demeurent avec la personne atteinte. Puis ici, il faut comprendre que l'aidant aussi va être obligé de se lever pendant la nuit. Et même si la personne a des problèmes qui sont irréguliers ou peu fréquents, bien, l'aidant va toujours être attentif pour s'assurer que la personne ne sorte pas de la chambre, ne sorte pas du lit, et ça signifie que son sommeil va être altéré. Or, les problèmes de sommeil, spécialement les problèmes de sommeil chroniques, sont fortement associés à l'apparition de symptômes dépressifs chez les personnes âgées. Donc, on essaie de protéger leur sommeil autant qu'on est capable. Or, bien, pour l'aidant, ce n'est pas évident d'obtenir ça. Il y a peu de traitements évidents à ça. Évidemment, il y a un aspect de pharmacothérapie qui peut être employé pour favoriser le sommeil chez l'aidé. Il y a les répits qui vont certainement venir donner une chance. Et dans certains cas, on parle aussi d'alterner les aidants qui vont faire le suivi la nuit. Mais vous voyez que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de faire ça. Donc, les problèmes de sommeil sont à garder en tête. Si vous êtes intervenant, gardez en tête qu'un aidant qui vous rapporte que son proche a de la difficulté à dormir la nuit a de beaucoup plus grandes chances d'avoir des symptômes dépressifs. Et inversement, si vous êtes plus du côté vous-même un aidant, il va falloir reconnaître que quand ces symptômes-là apparaissent, il va falloir se mobiliser pour trouver des ressources pour travailler là-dessus. En même temps, je réalise très bien quand je vous dis qu'il faut trouver des ressources, bonne chance pour les trouver dans certains contextes. Ce n'est pas de partout et ce n'est pas tout le temps faisable. Oui, pardon. Un autre point de détresse pour les aidants, c'est le refus des aidés d'avoir de l'aide. Donc, une source de détresse pour les aidants serait le refus de soins pour l'aider. Je vois qu'on est de retour en ligne. Oui, je suis tout à fait d'accord, puis c'est bien important de le dire. La liste que je vous ai présentée n'était pas exhaustive. Mon but n'était pas de dire que c'est seulement ces trois-là, il n'y en a pas d'autres. Certainement, un aidé qui refuse les soins va entraîner une détresse. Ça va limiter l'accès aussi pour l'aidant à avoir de l'aide. Donc, c'est certainement un bon enjeu. On pourra en discuter lors de la période de questions avec plaisir, mais certainement, ce n'était pas mon but de diminuer ou de retirer des facteurs ici. Quand vous dites que la prévalence est 2 fois plus élevée, Oui, la prévalence 2 fois plus élevée. de symptômes dépressifs chez les parkinsoniens Par rapport à un échantillon non parkinsonien du même âge. Donc, c'est des individus qui ne sont pas malades, si vous le voulez en termes simples. Ça vous va? Impact socio-économique, il y a une réduction de la taille du réseau social. C'est une façon très technique de dire qu'ils ont moins de fréquentation, moins d'amis, moins de proches qui viennent les visiter. Et ici, je ne parle pas de l'aider, je parle de l'aidant aussi. Donc, la personne qui joue le rôle de principal aidant a moins de support. Et évidemment, c'est aussi un facteur de risque pour l'apparition de symptômes dépressifs, l'apparition de symptômes anxieux. Il y a des difficultés financières associées à la maladie de Parkinson. Souvent, quand on va être dans une position où est-ce qu'on est un aidant principal, on va investir des ressources financières, même au Québec. Il y a des soins qui ne sont pas payés. Tout ce qui est soins secondaires à la maison, tout ce qui est maintien à la maison, il y a des gens qui vont investir de leurs propres fonds pour favoriser puis aider ces services-là. Il y a aussi le temps qui est consommé. On avait dans nos vignettes Marc qui allait voir ses parents sur l'heure du dîner. Bien, dans son cas, il allait travailler le reste du temps. Mais on peut deviner que s'il y a une hospitalisation, un examen médical, s'il a besoin de faire un transport lui-même, il manque du travail. Et la moyenne d'heures manquées au travail est relativement élevée. Certaines études parlent de jusqu'à 5 à 10 par semaine, ce qui m'apparaît très élevé, mais ça a un impact significatif sur les finances. Et quand on a des problèmes financiers, il y a aussi beaucoup plus de symptômes anxieux qui vont être apportés par les aidants. Donc, c'est une roue qui tourne. Si j'investis plus de temps, la situation est plus exigeante, je deviens plus inquiet à cause de la condition, mais aussi à cause de ses effets secondaires sur ma vie à moi. Et là, on n'entre même pas dans les difficultés relationnelles de, par exemple, m'occuper de mes propres enfants, m'occuper du reste de ma famille, dépendamment du contexte. Heureusement, on peut parler d'effets positifs. Je tiens à le dire parce qu'on ne veut pas regarder une vision uniquement de la relation d'aidant, c'est terrible, les personnes veulent le faire, ce n'est pas le but du jeu non plus. Cependant, d'un point de vue scientifique, c'est beaucoup plus difficile à quantifier un effet positif comme celui-là, et il y a beaucoup moins d'études qui portent sur la question. Cependant, on en a quelques-unes.
D'abord, pour l'aider lui-même, il est évident qu'avoir un proche qui prend soin de lui va avoir un impact positif au niveau relationnel. On peut aussi voir des effets plus techniques ou plus pratiques en termes notamment du placement en institution. On sait qu'un individu qui a un ou des proches aidants va être placé beaucoup plus tard dans la vie. Puis en général, le fait de rester à domicile est associé à une meilleure qualité de vie rapportée, meilleure satisfaction personnelle. Donc, pour l'aidant, on va voir un impact positif sur la personne qu'on est en train d'aider. Mais mon intérêt étant de parler d'aidant, on peut aussi voir des impacts pour l'aidant lui-même. Pas uniquement pour la personne qui est atteinte de la maladie, mais aussi pour la personne qui joue ce rôle-là. Donc, d'abord, les aidants peuvent rapporter de hauts niveaux de satisfaction malgré une charge de travail qui est modérée. Ici, l'énoncé est un peu particulier, donc je vais y prendre un petit moment. Dans certaines études, on peut aller mesurer la satisfaction individuelle, donc l'impression d'être utile, l'impression de jouer un rôle positif, parfois même des émotions positives reliées au rôle d'aidant. Et ce qu'on va découvrir, c'est que pour les aidants qui ont une charge qui est modérée ou faible, ils vont être capables aussi de rapporter du positif. Donc, même si on les fait travailler relativement fort, ils sont aussi heureux de jouer ce rôle-là et ils sont capables d'aller en tirer un bénéfice. Cependant, dans leur étude, les aidants qui avaient une charge élevée, ceux qui passaient le plus de temps, ne rapportaient pas un sentiment positif. Donc, il y a probablement un moment où est-ce qu'on en fait trop et la relation n'est plus gratifiante pour nous. C'est plus une source de sens, c'est plus une façon positive de se définir, c'est plus un rôle qui est heureux. Ça devient à ce moment-là une charge et cette charge-là a des impacts négatifs importants. Donc, il y a un moment de transition où il est possible de travailler fort et en même temps d'être fier de ce travail-là. Ce qui, j'en suis bien conscient, ne devrait pas être une surprise pour personne. Il est normal quand on investit des ressources, qu'on soit fier de ces efforts-là, mais il y a un moment de cassure où est-ce que quand ça devient littéralement notre emploi à temps plein, emploi non rémunéré qui plus est, mais il va arriver un moment où est-ce que l'aidant ne rapportera plus d'émotions positives. Si on parle des mesures qui sont utilisées, eux utilisaient une grille qui rapportait 4 principaux domaines, et c'est des domaines sur lesquels on peut s'intéresser. Donc, le sentiment d'utilité, avoir l'impression de servir à autrui, de servir à la relation, souvent servir dans notre couple, donc être utile au conjoint. Il y avait un plaisir qui peut être partagé, et ça, c'est surtout dans les échanges plus émotionnels, donc être capable d'avoir de l'humour, être capable d'avoir des conversations plaisantes, parler du passé, être capable d'avoir une relation positive était un élément important. Le sentiment d'appréciation. L'appréciation pouvait venir de l'aider, mais pouvait aussi venir du reste de la famille, du reste du réseau social. Donc, si on sent que ce qu'on fait est utile et apprécié par autrui, ça va être un facteur positif. Et encore là, on ne réinvente pas la roue. Et un élément qui était rapporté par les participants, c'était les rôles renversés. C'était typique des conjoints-conjointes. C'était de dire, si moi j'étais malade, je sais que mon conjoint l'aurait fait pour moi. Et ça, c'était un énoncé qui était associé à des émotions positives plus fortes. Donc, le fait d'avoir une relation plus proche, une relation tissée plus serrée, semblait être un facteur protecteur important qui était source de plaisir. On voit qu'on touche à plusieurs fibres qui peuvent être un petit peu plus culturelles, le sentiment de devoir, le sentiment de remplir un rôle important. Donc, il y a une mutualité ici qui s'installe et ça, c'est quelque chose qu'on peut rechercher comme étant associé à des symptômes positifs ou à des effets positifs de la relation d'aide. Ensuite, un meilleur support social est associé à des effets plus positifs puis moins de symptômes physiques. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques minutes, on s'est dit qu'au contraire, les aidants avaient un support social qui diminuait, leur réseau était appauvri. Bien, ceux qui rapportaient un meilleur support social avaient un affect plus positif. Par affect, on entend ici leur humeur, ils étaient moins déprimés, ils étaient plus heureux. Et il y avait moins de symptômes physiques, donc leur santé physique était aussi mieux maintenue. C'est important de voir que le support social est une mesure qui n'est pas évidente à mesurer. Si je vous demande, est-ce que vous avez un bon support social, bien, il est possible qu'une personne me dise « oui, je vois plein de monde autour de moi », puis quelqu'un d'autre va me dire « oui, je vois peu de monde, mais les gens que je vois sont de grande qualité, puis je les vois souvent ». Donc, il y a une question de nombre, il y a une question de qualité de la relation, puis il y a une question de fréquence de la relation. Et ça, c'est encore relativement mal étudié. On va revenir sur cette question-là un petit peu plus loin. Puis, il y avait l'importance de la réciprocité du partage d'événements positifs entre l'aidant et l'aidé. Ces travaux-là sont hyper intéressants. C'est une étude qui faisait un très beau tour des effets positifs pour les aidants. Ici, on parle de réciprocité comme étant un échange de mutuel positif, un échange dans lequel les deux individus sont importants. Puis le partage d'événements positifs ici, bien, ça peut être, par exemple,
parler d'événements positifs passés, retourner sur des souvenirs, des événements marquants de la relation. Donc, tout ça va être un facteur de protection important pour l'aidant. Ce que ça nous montre aussi, c'est que dans une condition dégénérative comme une démence, bien, on devine que plus le temps va passer, plus cette réciprocité-là va être difficile à maintenir. Hein, quand on commence à entrer dans des moments où est-ce que la mémoire se dégrade, le langage va être moins évident, quand il y a des sautes d'humeur plus importantes, bien, on va avoir plus de difficultés à avoir une relation réciproque. À l'inverse, au début de la maladie, quand les symptômes sont surtout moteurs, la réciprocité peut demeurer plutôt élevée. L'individu est accessible, on peut avoir des échanges qui sont positifs, la personne peut encore faire preuve d'humour, peut avoir des échanges qui sont plaisants. Donc, c'est avec la progression, et on voit le lien ici avec ce que je vous nommais tantôt, tout ce qui est symptômes cognitifs, puis symptômes psychologiques chez l'aidé. Donc, si notre parkinsonien présente des symptômes dépressifs ou commence à avoir des limitations cognitives importantes, bien évidemment, la réciprocité descend, et c'est probablement un médiateur important pour le bien-être de l'aidant. Donc, ça fait juste renforcer ici notre modèle qu'il faut détecter ces symptômes-là, pas juste pour noter la progression de la maladie chez l'individu atteint, mais aussi pour avoir un œil ouvert sur la condition de notre aidant plutôt. On va y aller avec quelques avenues d'intervention ensemble. L'objectif ici est de cibler des interventions basées sur les éléments de littérature scientifique. Évidemment, il y a des modèles d'intervention qui existent dans différents milieux. Mon but n'est pas d'invalider ces approches-là, mais plutôt d'offrir une perspective sur qu'est-ce qu'on a comme travaux actuels. Donc, pour les intervenants, un enjeu qui a été nommé très tôt dans la littérature, c'est de gérer le conflit de rôle. Un intervenant peut être conscient qu'un aidant a des difficultés, qu'il est fatigué, qu'il a des symptômes dépressifs, mais en même temps, sa relation avec l'aidant, c'est souvent de lui demander de faire des choses. On lui demande d'aller chercher la médication, on lui demande de faciliter les transports, de coordonner les rendez-vous. Bien, on a deux rôles différents. On a une relation où est-ce que l'aidant, on a besoin de le supporter, mais on lui donne aussi du travail, on lui donne aussi une tâche à accomplir. Et ça, c'est une dualité qui n'est pas évidente à gérer. Je vais être là pour supporter mon aidant, mais en même temps, j'ai besoin qu'il fasse plein de choses pour moi parce que j'ai beaucoup d'autres personnes à aller voir, puis mes ressources sont souvent moi-même limitées en termes de ce que je suis capable d'offrir. Cette dualité-là est importante et on peut poser la question de façon directe. Qu'est-ce que c'est un aidant? Est-ce qu'un aidant, c'est d'abord un patient, un bénéficiaire de soins, ou est-ce que c'est un co-intervenant? Est-ce que je le vois comme étant même un collègue non payé, non spécialisé, mais à qui je peux confier des tâches, puis que je vais former pour faire une partie de mon travail? Puis, c'est pas évident d'aller marier ces deux enjeux-là. Une façon de poser cette question-là, c'est de se demander c'est quoi que j'attends de l'aidant. Et ça, c'est une question qui a été investiguée, entre autres, dans les travaux de Guberman, une étude qui est, à mon sens, très intéressante si on est nous-mêmes intervenants pour aller voir qu'est-ce qui teinte notre façon de voir l'aidant. Est-ce que je m'attends qu'il fasse des tâches? Est-ce que je m'attends qu'il joue un rôle de support émotionnel? Et très souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un conflit entre le fait que les intervenants sont tout à fait conscients que les aidants sont souvent épuisés, ont souvent des symptômes négatifs, et en même temps, les intervenants n'ont pas tant de ressources que ça et voient l'aidant comme étant eux-mêmes une ressource. Donc, on va leur confier des tâches importantes. Tout ça réfère à un concept plus large qui est l'instrumentalisation des aidants. Est-ce que l'aidant est une liste de tâches? Est-ce que je lui donne une liste de tâches à faire? Est-ce que ma relation avec lui est de l'appeler pour m'assurer qu'il coordonne des services, puis il devient le point de repère pour des soins? Ou est-ce qu'il est lui-même une source ou une cible d'intervenant? Est-ce que je vois mon aidant comme un usager, un client ou un patient dans ma ressource? Donc, si par exemple je suis en milieu hospitalier et qu'un aidant se présente, est-ce que c'est un patient? Est-ce que c'est un visiteur? Est-ce qu'il a lui-même besoin de soins? Est-ce que je lui en offre? Très souvent, la réponse va être non. Très souvent, on va voir l'aidant en même temps qu'on voit l'aider, mais la vaste majorité de nos efforts va être concentrée sur la personne malade, ce qui peut être une erreur. Et on peut se demander, est-ce que les rôles que je confie aux aidants sont proportionnels à leur contrôle sur les soins? Puis là, on entre dans une thématique qui est encore un petit peu plus avancée, qui est toute la notion de l'empowerment, de donner le contrôle à l'aidant sur la relation. Donc, l'aidant peut être celui qui met 80 heures par semaine d'efforts pour aider son proche, et il est tout à fait possible qu'il y ait très peu de contrôle sur qu'est-ce qui se passe comme aide qui est fournie. Il n'y a pas de contrôle sur son horaire, il y a souvent très peu de contrôle sur la nature des soins qui sont donnés.
On lui offre certains services qui sont parfois très limités, qui sont à des périodes fixées dans le temps, et on le met dans une position où est-ce qu'il va se définir largement comme étant un membre d'une équipe traitante, un peu comme un employé, mais qui n'a pas son mot à dire. Et cette relation-là peut être frustrante chez plusieurs aidants. L'idée d'être très impliqué, de donner énormément d'efforts, mais en retour avoir un poids très, très faible dans les décisions reliées aux soins. Ça peut être vu comme un blâme pour l'intervenant, mais il faut comprendre que l'intervenant, lui aussi, a à gérer son horaire, a typiquement une surcharge de travail importante. La réconciliation entre les deux n'est pas facile à faire, mais il est important de nommer qu'il peut y avoir un enjeu derrière ça, puis ça peut être une source de problème. Les besoins identifiés par les aidants sont relativement peu définis en termes des travaux de recherche scientifique. On a quelques données pour la maladie de Parkinson, mais c'est encore très naissant comme domaine de recherche. Dans une étude très récente, Lajman rapportait entre autres, il en faisait toute une liste, mais parmi ceux qui nous intéressaient, accès à des groupes de support, groupes d'entraide, groupes d'information. Donc, c'était une avenue d'intervention où est-ce qu'il y avait des besoins. Ça tombe bien, on est dans un congrès de la Société de Parkinson. C'est un des services qui est souvent offert dans ce type d'approche-là. Donc, c'est un besoin qui est là et c'est souvent une porte d'entrée intéressante pour aller chercher de l'aide. Donc, ça va me permettre de me définir dans mon rôle d'aidant. Ça me permet de découvrir des ressources communautaires qui sont parfois plus difficiles à identifier quand on n'a pas le pied dans le système. Et ça va permettre d'aller valider, est-ce que mes conduites sont bonnes? Est-ce que c'est normal que je me sente mal par moment? Est-ce que c'est normal que j'ai des symptômes négatifs? L'accès à des soins spécialisés, puis on nommait des soins spécialisés qui sont parfois périphériques à la condition. Donc, l'orthophonie, la réadaptation physique, c'est particulièrement pertinent dans la maladie de Parkinson. Donc, ces enjeux-là vont permettre de maintenir l'individu à domicile plus facilement, diminuer la charge de notre aidant. Et c'est des soins qui sont parfois difficiles à obtenir dans certains milieux, notamment en région, par exemple. Il peut être difficile d'avoir accès à un orthophoniste en gériatrie. Donc, l'accès à ces services-là a été identifié par les aidants comme étant facilitant, puis ceux qui l'obtenaient rapportaient être très satisfaits de ce type de service-là. Et un dernier enjeu qui, lui, est connu depuis beaucoup plus longtemps, qui est valide dans l'ensemble des conditions chroniques, c'est la planification à moyen et long terme, notamment en termes des besoins de support social. Souvent, on a une vision court terme dans nos interventions, puis encore là, c'est souvent dirigé par les limites de temps et de ressources qu'on a comme intervenant, mais les aidants qui vont être dans une relation depuis plus longtemps vont fréquemment rapporter qu'ils auraient aimé avoir un plan de match à plus long terme, de voir les coûts venir, de savoir que c'est normal que le réseau social diminue, mais de prendre des mesures pour y faire face, développer des relations significatives ou conserver certaines relations significatives par des efforts concertés peut être une bonne approche. Avoir une vision à plus long terme, ça inclut aussi de faire face à des symptômes négatifs qui s'en viennent, de savoir qu'il peut y avoir des problèmes cognitifs, puis que quand ils se présentent, c'est normal que l'aidant ait besoin lui aussi de support. Donc, d'identifier ces risques-là sont des enjeux qui sont importants et qui peuvent faciliter l'identification par l'aidant lui-même du fait qu'il a besoin de support. Puis ça va permettre de nous mobiliser. Tout le monde est gagnant dans cette relation-là. L'aidant va avoir un support plus facilement, va être beaucoup plus apte à accepter ce support-là et le personnel qui vient en aide à ces couples-là, parce que je parle souvent de couples ici, vont avoir une tâche moins importante de détection parce que l'individu vient de lui-même dire « ça y est, là je commence à avoir des difficultés, je reconnais des symptômes dont on a parlé il y a des mois ou il y a des années. J'avais dit non, non, ça va, je suis correct, mais finalement, là je suis en train d'atteindre ma limite et je reconnais que j'ai des difficultés. » Quelques autres avenues d'intervention. Donc, l'activité physique, c'est un facteur de protection pour l'aider. On sait que les Parkinsoniens qui maintiennent un niveau d'activité physique, même modéré, vont avoir une progression de la maladie qui est ralentie. Mais c'est aussi vrai pour l'aidant. Et il y a des avenues d'intervention dans lesquelles on pourrait s'intéresser, notamment à de l'activité conjointe. En d'autres mots, aller prendre des marches ensemble, aller faire des activités physiques. Puis quand je dis activité physique, pensez pas faire poids et haltères. Là, on parle de marche, on parle d'aller magasiner, on parle d'activités de la vie domestique qui sont maintenues. Faire ça ensemble va venir faire une synergie entre les deux domaines qui sont l'activité physique comme facteur de protection et la mutualité, la réciprocité entre les individus. Généralement, quand on prend une marche avec un proche, on parle avec en même temps, donc on maintient une relation plus positive. Ce type d'intervention-là peut être très bénéfique et va faire du maintien des deux côtés du tableau. Donc, c'est une avenue d'intervention utile.
Pour l'aidant, ça va diminuer notre charge associée à la relation d'aide parce que l'aidé va généralement progresser plus lentement dans la maladie, surtout au niveau des symptômes moteurs. Puis c'est un facteur de protection contre la dépression qui est typique. Il y a tout le réseau social. Et dans le réseau social, il y a un aspect intéressant. Quand on commence à s'intéresser au réseau de support, ce qu'on voit, c'est que la perception du support est plus importante que la quantité du support. En gros, ce n'est pas si important que ça que savoir que la personne a 25 personnes autour d'elle. Le nombre n'est pas ce qui est essentiel. C'est plutôt de demander, non pas combien vous avez de personnes autour de vous, mais êtes-vous satisfait du support que vous avez autour de vous. Et ça va avoir une corrélation plus forte avec la détresse de l'aidant. Donc, c'est peut-être pas la quantité qui compte, mais plutôt la qualité. Et ça, en termes de recherche, c'est une limite importante. C'est que souvent, comme chercheur, on cherche des valeurs numériques. On va demander la fréquence de contact, le nombre d'individus. C'est peut-être pas ça la mesure la plus importante. C'est peut-être davantage comment moi je me sens par rapport au support que j'obtiens. Et la relation inverse est vraie. Il y a des gens qui vont avoir une immense famille autour d'eux et qui vont rapporter avoir un support social faible. Ils vont se sentir tout seuls quand même. Donc, le nombre peut être une source de biais pour nous. Quelques autres avenues. Donc, identifier les aidants à risque. Il faut distinguer les facteurs de risque de surcharge versus les risques de détresse psychologique. Donc, on peut travailler de nombreuses heures et quand même être satisfait. Et à l'inverse, on peut travailler peu d'heures comme aidant, mais avec un aidé qui est déprimé, un aidé qui a des problèmes cognitifs, et ça va être beaucoup plus taxant émotionnellement. Donc, il y a une différence entre la charge en termes de temps de travail, en termes d'anxiété puis de fatigue, versus la charge émotionnelle, qui est plus du côté de la déprime à ce moment-là. Et on peut se poser la question, est-ce que les proches qui s'identifient comme des aidants puis sollicitent des ressources vont aller mieux? En général, on va espérer que oui. Donc, on veut favoriser l'auto-identification. On veut que le conjoint qui dit « c'est juste normal ce que je fais », passe à un mode de dire « c'est correct ce que je fais, c'est peut-être normal à mes yeux, mais ça n'empêche pas que je peux avoir besoin d'aide pour continuer à le faire. Et plus vite je vais m'identifier comme un proche aidant qui peut avoir besoin de ressources, plus vite je vais pouvoir aller me mobiliser puis les obtenir, notamment au niveau des ressources communautaires. » Les interventions personnalisées, je vous donne quelques exemples, notamment au niveau des différences hommes-femmes. Puis ici, on parle d'approches d'intervention qui sont un peu plus du côté de la thérapie. Les hommes et les femmes ont des différences qui sont présentes dans certaines études, mais pas toutes. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est pratiquement tout le temps. Dans la maladie de Parkinson, ce n'est pas toutes les études qui vont trouver des différences hommes-femmes. Mais dans le cas de la maladie de Parkinson, ce qu'on va voir, c'est que les stratégies d'adaptation des hommes et des femmes semblent être différentes. En gros, les hommes tendent à avoir des stratégies centrées sur la résolution de problèmes, ce qui est très utile au début de la maladie. Donc, ma conjointe est atteinte, je remarque qu'elle a des difficultés de motricité, mais les réflexes d'un homme risquent de tourner vers identifier des solutions concrètes pour la mise en place d'une résolution. Plus tard, ça va être une stratégie qui va être beaucoup moins efficace quand les limites vont devenir tellement élevées que des solutions pratiques ne seront pas évidentes. À l'inverse, les femmes ont souvent une stratégie qui est plus proche des émotions, de comment tu te sens, comment la progression de la maladie est sentie, ce qui les met plus à risque d'elles-mêmes être affectées au début de la relation dans la maladie de Parkinson. Une autre possibilité qui est identifiée dans la littérature, c'est que les femmes seraient plus sensibles au manque de réciprocité. Donc, c'est important de le garder en tête. Si vous voyez qu'un homme atteint commence à avoir des difficultés cognitives ou commence à être dans une position où il ne peut plus avoir de relations mutuelles entre les individus, les femmes semblent être plus sensibles à ça. Ce n'est pas une façon de dire que les hommes sont insensibles ou sont froids à ces relations-là, mais il y a des différences au niveau perceptuel. C'est des différences qui peuvent être culturelles, qui peuvent être autres que juste liées au genre, mais on voit des différences dans nos échantillons qui font en sorte que les femmes sont peut-être un petit peu plus vulnérables aux symptômes dépressifs. Ensuite, il y a toute la question du dépistage génétique. Il y a quelques travaux récents qui s'intéressent à ça pour les aidants, de voir est-ce que ça aide un aidant que de faire le dépistage génétique. Et très souvent, le dépistage a mauvaise presse au départ. C'est vu comme étant un outil qui permet d'identifier une maladie, mais qui n'offre pas de traitement. Il y a quelques autres avantages au dépistage, puis plus le dépistage devient pointu, plus il y a des avantages en termes d'avenue de traitement. Puis ce qu'on découvre, c'est qu'après avoir informé correctement les aidants et les aidés, ils rapportent beaucoup plus de satisfaction devant des tests de dépistage. Ce n'est pas une approche qui est extrêmement pertinente en ce moment. De nos jours, c'est des tests qui sont encore à des stades plus ou moins expérimentaux, mais notamment aux États-Unis, ça commence à être de plus en plus populaire
Et ce qu'on va voir, c'est qu'au départ, ce n'est pas une relation qui est très positive, mais que l'information peut avoir un impact utile et peut mener à un sentiment de satisfaction et d'empowerment plus élevé pour les aidants. Et il y a toute la question des interventions à distance, qui est très populaire de façon générale, qui peut être très pertinente dans le cas de la maladie de Parkinson, entre autres parce que les aidants sont souvent mobilisés 24 heures sur 24. Donc, leur dire « je veux de sortir pendant quelques heures pour venir nous voir », ce n'est pas toujours possible. Donc, il y a quelques travaux qui s'intéressent à des groupes à distance, à des interventions individualisées aussi à distance. Les données sont encore très fragmentaires. C'est difficile de dire est-ce que c'est aussi efficace que du seul à seul, mais ce qu'on peut dire, c'est que d'un point de vue qualitatif, les aidants rapportent beaucoup de satisfaction par rapport à ces outils-là et disent que ça les aide. Est-ce qu'on va voir un impact sur leur qualité de vie rapportée? Ça, c'est quelque chose qui reste à voir. On n'a pas assez de données pour l'instant. Mais pour les échantillons d'aidants de personnes atteintes de la maladie de Parkinson, on commence à avoir des protocoles d'intervention téléphonique, vidéoconférence à distance. Évidemment, il y a un aspect techno derrière ça qu'il faut installer. Il y a certainement un intérêt qui se développe de ce côté-là. Et c'est particulièrement pertinent au Québec, notamment à cause de notre grand territoire. Bien, parfois, c'est plus simple que de faire du distance que d'avoir des groupes qui sont installés un peu partout. Des fois, ce n'est pas faisable, notamment pour des maladies qui sont relativement plus rares quand on parle de maladie de Parkinson, mais on s'entend, il y en a moins que, par exemple, maladie d'Alzheimer. Est-ce que les enjeux sont différents? Un peu, pas énormément, mais il y a certainement des spécificités à la maladie de Parkinson qu'il faut tenir en compte. Finalement, la littérature actuelle place une attention spécifique aux interventions directes du support des aidants, donc beaucoup de répit, de formation, de groupes d'entraide et de thérapie. Cette emphase-là semble se faire au détriment d'interventions qui ont une vision plus globale, donc déterminer des objectifs à long terme, ce qu'on se nommait tantôt, planifier les soins et trouver un sens à la relation d'aidant. Comment je me définis, comment je peux trouver quelque chose de positif dans cette relation-là. C'est des enjeux qui sont pour l'instant très, très peu présents dans les interventions comme cliniciens, mais qui peuvent avoir un lourd impact et un impact de maintenir notre aidant beaucoup plus longtemps. Donc, on travaille pour nous en même temps, là. Plus notre aidant va bien, plus les interventions vont être maintenues longtemps par cet aidant-là. Quelques avenues d'intervention. Je prends quelques secondes pour vous parler de ce qu'on fait à l'UQTR sur ces questions-là. C'est des travaux de recherche qui sont commencés. Vous avez pu juger par mon âge que je ne suis pas un vieux prof. Donc, c'est des projets qui sont en place en ce moment, notamment la question du support social. Il existe d'autres mesures que juste demander le nombre de relations puis leur fréquence, donc des mesures très quantitatives. On va aller voir des réseaux sociaux, puis on veut voir si les réseaux tissés serrés ont un effet positif plus fort. Et quand je parle de réseaux tissés serrés, c'est de dire, est-ce que les personnes autour de moi se parlent entre elles aussi? Donc, si tout le monde autour de moi se connaît, dans d'autres domaines comme la prévention VIH-Sida, risque suicidaire, on sait que ça a un impact de protection important que d'avoir un réseau qui a une forte cohésion, mais on va aller voir si c'est le cas aussi pour les aidants. Le fonctionnement cognitif de l'aidant est intéressant, puis ça peut aller dans les deux sens. Souvent, les aidants sont des gens plus âgés, comme je vous le mentionnais tantôt, mais on peut se demander, est-ce que les aidants âgés eux-mêmes vont vivre un déclin cognitif? Et on peut le voir de deux façons. On peut se dire, l'aidant est plus à risque de déprime et plus à risque d'effets négatifs, et ces effets-là tendent à être associés à un déclin cognitif. Donc, ça se peut que l'avenir ne soit pas très beau. Mais à l'inverse, on a aussi un fort effet d'entraînement pour l'aidant. L'aidant doit se souvenir du double des rendez-vous, doit s'occuper de gérer le fonctionnement cognitif pour deux personnes. Donc, il travaille beaucoup plus fort et il est possible que ça ait un effet de protection pour l'aidant. Donc, on veut aller voir est-ce que la relation d'aidant a en fait un impact positif sur le fonctionnement cognitif. Et finalement, un sujet qui est évidemment pas joyeux, mais qui est très mal étudié pour l'instant, c'est la présence d'idées suicidaires chez les aidants. Il y a énormément de travaux sur les symptômes dépressifs. Bien, un des symptômes de la dépression qui est essentiel, c'est les idées suicidaires. Et il est fort probable que pour un aidant, c'est des enjeux qui sont très particuliers parce qu'ils ont un rôle et une responsabilité par rapport à autrui. Bien, il faut qu'on aille mesurer ce risque-là. Il ne faut pas perdre de vue que deux personnes sont directement atteintes par ce type d'idéation-là. Donc, on va aller chercher des informations sur ce sujet-là qui nécessite évidemment beaucoup de tact, une bonne délicatesse en termes d'aller chercher nos données. Donc, il nous manque encore un peu de résultats de ce côté-là, mais c'est vers là qu'on se dirige. J'ai une étudiante graduée qui s'intéresse notamment à ce type de questions-là, donc les idéations suicidaires chez les aidants.
Je vous ai mis les références pour ceux d'entre vous qui êtes du côté plus intervention, qui voulaient aller voir de quoi ça a l'air. La présentation sera sur le site de l'association, donc vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Il y en a quelques-unes notamment qui sont québécoises, certaines sont en français. Au Québec, on fait du très, très beau travail sur les aidants, donc on peut juste espérer que ces données-là vont guider la pratique par la suite. On remercie notre conférencier. Je vous remercie, vous êtes bien gentil.